Noël arrive à grands pas et la parenthèse enchantée va s'ouvrir. Pourtant, ce n'est pas une pause magique, une parenthèse magique qui viendrait remettre ton couple sur pied, apaiser les tensions ou effacer la fatigue accumulée depuis des semaines. En réalité, Noël amplifie tout, beaucoup de choses. Ce que tu vis déjà, tu vas le ressentir plus fort. La moindre tension devient un agacement, la moindre distance devient un froid, la moindre fatigue émotionnelle devient une hypersensibilité et les choses explosent. Les attentes, celles que tu as pour passer un beau Noël, deviennent une pression supplémentaire qui peut tout faire exploser, parfois même qui font que tu as des attentes vis-à-vis de ton partenaire que tu sais déjà qu'il risque d'être déçu, donc tu commences à monter la tension. Tu vois, ce n'est pas Noël qui va arranger votre relation. Ce sont vos dynamiques, vos gestes, vos mots, vos capacités à vous ajuster ou pas dans ce contexte chargé. Alors je te pose une question pivot. Et si, au lieu de viser un beau Noël, tu visais juste un Noël calme, lucide, simple et vrai? Pas un Noël où tu fais semblant, pas un Noël où tu fuis et tu souhaites ne pas être présent pour que les choses se passent bien. Pas un Noël où tu te forces à sourire. Un Noël où tu ne te blesses pas, c'est ce que je souhaite pour toi. Un Noël où tu ne blesses pas l'autre, c'est ce que je souhaite pour toi comme pour l'autre. Un Noël où vous choisissez l'accalmie, pas la perfection. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi cette période est explosive, pourquoi tu ne dois surtout pas chercher à régler vos problèmes maintenant et comment instaurer un pacte simple, presque minimaliste, dirais-je, pour passer Noël sans dégâts. C'est pas pour sublimer la période, c'est pour ne pas l'abîmer. Parce que parfois, ce n'est pas l'amour qu'il faut sauver, c'est la juste semaine. C'est un temps dans lequel on veut passer l'un et l'autre des moments de qualité, même si des problèmes existent. On s'y arrête ensemble. Pourquoi la période est explosive quand on arrive proche de Noël? Parce qu'il y a une réalité conjugale qui vient heurter une réalité profonde, existentielle, enfouie en nous. On peut le voir dans de nombreuses études que je ne mentionnerai pas ici. C'est qu'il y a, et tu ne seras pas surpris par le premier point, une surcharge cognitive. Pourquoi surcharge? Parce qu'il y a beaucoup de choses à penser. Il y a les cadeaux, il y a les fêtes, il y a les personnes qu'on va voir, il faut la tenue vestimentaire, ce qu'on va manger, etc. Ça génère une irritabilité. On peut ajouter une baisse de sérotonine et une fatigue accrue qui augmente l'hypersensibilité, un stress social lié à je vais voir un tel que j'ai pas envie de voir, le fait de devoir préparer le repas, etc., qui va faire qu'on a besoin de contrôle pour s'assurer que les choses se passeront comme on le veut, et puis il y a le contact avec la famille, qui va réactiver des blessures d'attachement, parfois même des modes de fonctionnement où d'un coup ton partenaire est devenu un enfant, ou bien un dictateur, en présence de ses parents ou de ses frères et sœurs. Et puis il y a une pression culturelle aussi, parce que c'est une période dans laquelle il faut que ça aille bien, on doit faire la fête, cette injonction de la fête qui est difficile à vivre et que tu n'as peut-être pas envie de vivre, qui fait que tu aimerais bien te retrouver tout seul, loin de tout le monde, mais que pour des raisons sociales et familiales et de survie conjugale, tu te dis si je m'en vais, je me prendrai un coup de batte de baseball derrière la tête et ça va abîmer la batte. Tu as compris l'intention. Donc on va être bien sans avoir nécessairement à faire la paix. On peut vivre les fêtes en étant bien. Alors pour les vivre bien, eh bien on aura des pièges à éviter qui consistent à vouloir régler les problèmes juste avant Noël. Et c'est important pour ne pas s'engouffrer dans ces pièges de comprendre que la période n'est pas propice aux grandes décisions puisqu'il y a de grandes émotions qui seront élevées. Donc quand les émotions sont trop hautes, on ne prend pas de grandes décisions. C'est un principe couple heureux que tu peux entendre dans tous les programmes et dans toutes les séances de coaching que je fais. On ne prend pas de fortes décisions, qu'elles soient dans la direction du bonheur, de la joie ou de la peur, colère, tristesse, honte, quand on a une émotion élevée, qui est dans le rouge, pour reprendre l'image que vous avez communément entendue si vous êtes en coaching avec moi. La fatigue vient s'ajouter à ça, donc ça déforme la capacité de jugement puisqu'on est plus fatigué, donc on a moins de ressources. Le cerveau prend des décisions défensives sous stress, il a envie de se protéger, de se mettre à l'écart, d'éviter, parfois même d'attaquer, puisque attaquer est le recto verso de la même pièce de la fuite ou de la défense. On veut aussi tout régler avant de voir la famille, on veut éviter les catastrophes, on veut trop de perfection. Et ces pièges-là que je t'invite à identifier sont véritablement
à pointer du doigt, à repérer. Parce que Noël n'est pas un moment pour régler ton couple, c'est un moment pour ne pas l'abîmer davantage. Noël n'est pas un moment pour faire en sorte de tout régler avant, mais de se dire, pourquoi pas, avec maturité, nous vivrons un bon moment en considérant qu'il y a des choses à régler. C'est intéressant d'entendre que la symbolique de Noël, finalement, nous permet de rentrer dans cette dynamique-là, parce que c'est possible dans de nombreuses autres périodes de l'année, à se dire, on a un bilan conjugal ce soir, ou on a un rendez-vous en amoureux, mais vu ce qu'il m'a dit, ou ce qu'il m'a fait, ce que je ressens, hop, j'annule le rendez-vous en amoureux, je suis pas disponible. Alors qu'on pourrait se dire, je mets de côté, même si ce n'est pas réglé, certains problèmes, et je vais vivre ce moment. Je sais que c'est plus difficile pour toi si tu as une blessure d'humiliation, d'abandon, qui est très très forte, voire d'injustice, où tu te dis, ah non, je vais quand même pas passer un bon moment avec ce qu'il ou elle m'a fait. Je vais pas rentrer dans l'interprétation de cette formulation. Seulement, tu sais que tu viens ajouter ou verser de l'essence sur une zone qui est déjà bien en feu. Pourquoi ne pas y mettre de l'eau ? Ou pourquoi ne pas la laisser brûler dans son coin, vivre ta vie et revenir ensuite sur le foyer initial ? C'est ce que je te propose pour Noël. Et quelque part, c'est une décision mature de se dire je vais passer outre sans négliger l'importance de. Oui, il a dit ou il a fait une chose que j'ai pas trouvée agréable. Je vais passer outre sans minimiser la blessure. Je ne suis pas obligé de me promener avec ma blessure pendant 24, 48 heures, 72 heures ou une semaine parce que j'ai mal vécu une chose. D'ailleurs, dis-moi, regarde-moi dans les yeux, toi qui ne fais que m'écouter. Il t'arrive de t'être senti blessé par ton partenaire, d'avoir été invité à un dîner, à un événement, que sais-je, ou même d'aller au boulot, et de vivre ta journée ou l'événement en question sans manifester les verve de la blessure que tu as vécue. Tu peux donc comprendre que ce n'est pas une manière de minimiser ta blessure et l'événement en question, va-t-on dire, mais de te dire j'ai été blessé et je veux vivre l'événement qui est devant moi pleinement, ma journée de travail, ma soirée, mon after work, mon invitation avec les amis, sans que cela ne vienne entacher la qualité de ce que j'ai à vivre. D'accord ? On est capable de faire ça. C'est ce que je t'invite à faire pour Noël, de te dire pendant une semaine, alors qu'il y a du monde qui va venir, des repas qui vont se suivre, des périodes, je vais croiser la famille, je vais mettre de côté ça, parce que je veux construire autre chose, ou vivre autre chose. Et on reprendra le dossier après. Le risque, c'est qu'on se dise, oui, mais si je ris, que je me marre et que je suis sympa avec mon partenaire, il risque de penser que voilà, c'est fini et que ce qu'il a fait n'est pas grave. Qui se fait des films comme ça ? C'est toi ? Alors ne fais pas ces films-là. Tu peux tout à fait dire à ton partenaire, pour les fêtes, je veux que l'on mette de côté ce que nous avons à travailler ensemble. Est-ce que tu es OK ? Oui, je suis OK. Ça veut donc dire que je propose qu'on ait une relation agréable. Ça ne veut pas dire que ce que nous avons vécu n'est pas grave, que ce que je souffre de ta relation est à minimiser, etc. Nous reprendrons cela en son temps, mais pour l'instant, nous voulons vivre des choses géniales. Est-ce que tu es OK ? Ouais. Ça introduit très bien le pacte de Noël que je te propose. C'est vraiment une chose que je voudrais qui te permette de travailler avec 3 engagements. Un premier engagement, on gèle les grands débats jusqu'au 27 décembre, par exemple, en fonction de l'année. Là, on est en 2025. Voilà, jusqu'au 27 décembre, etc. On va se dire, le 25, c'est Noël. En général, on a fait la fête le 24, peut-être le 25, peut-être le 26, on s'est reposé. Le 27 ou le 28, on aura un peu récupéré, on ira un peu mieux. Où il y aura personne à la maison, on va avoir un sas. Donc, on gèle les débats jusqu'au 27. Il est aussi possible de se dire, on gèle les débats jusqu'au 3 ou au 4 janvier, parce qu'on va peut-être enchaîner avec le Nouvel An, et qu'on a choisi de vivre toute cette période dans les meilleures conditions. D'accord ? Donc, on va utiliser cette approche du gel, qui pourrait être assimilable à un cessez-le-feu quand on est dans une sorte de conflit, même si j'espère qu'il n'y avait pas le feu chez vous. Mais de se dire, allez, on entre dans un cessez-le-feu, dans un gel dans lequel on pose de côté. C'est pas qu'on minimise, j'insiste bien. C'est pas qu'on fait comme si... Non, on se dit, ok, je vais mettre de côté et on y reviendra après. C'est bien clair. Donc on ne règle pas, on ne fuit pas, on met juste un bandeau protecteur sur les gros sujets pour se dire, là, on s'arrête. Deuxième chose que tu peux mettre dans ton pacte conjugal, deuxième engagement, c'est qu'on va viser un seul objectif qui est
la paix opérationnelle. Alors attention, je sais que si tu es dans un programme ou un coaching avec moi, tu sais que je n'aime pas beaucoup utiliser le mot paix, mais je ne vais pas m'arrêter ici, mais si tu es déjà au fait sur cette question de la paix, considère que là on est dans un podcast et que je ne suis pas les personnes en coaching, ceux qui m'écoutent là, et que donc la plupart ne savent pas quel est le piège autour de la dimension de la paix. Donc c'est pour ça que je garde ce vocable, la paix opérationnelle. Donc on n'est pas dans une fusion, c'est pas le grand amour hollywoodien, c'est juste une cohabitation dans laquelle on a décidé de faire la paix, et tout à l'heure j'ai parlé de gel, mais on sait qu'elle est opérationnelle. Ça veut dire que l'objectif est de fonctionner en ayant nos pleines ressources respectives et même collaboratives. Ça veut dire qu'on va coopérer ensemble, on va mettre ensemble nos ressources, comme on le fait dans un couple normalement, en se disant on y va, on reste efficace et pertinent, perspicace et fécond dans notre approche, en étant en considération, en gardant en considération qu'on a gelé les grands débats. D'accord ? Donc c'est ce que j'appelle la paix opérationnelle. Troisième chose, c'est qu'on se parle en neutralité, pas en profondeur. 1, on va pas interpréter ce que dit l'autre. 2, on va pas projeter ce que dit l'autre. 3, on va pas déballer ce qu'on ressent. On va parler pour être dans une relation, on va dire vitale, fonctionnelle. Ça revient un petit peu à la paix opérationnelle, mais cette fois-ci dans la manière de se parler, pour passer un moment dans lequel on est respectueux et courtois. On peut être plus tendre si on veut, plus attentif, on peut continuer à s'appeler chérie, mon amour, d'appeler l'autre mon vieux con, mon petit salaud. Mais en tout cas, on est dans une approche dans laquelle on va choisir de veiller à faire preuve de respect et de courtoisie vis-à-vis de l'autre. Et avec ces 3 engagements, on peut commencer à entrer dans une période de fête dans laquelle on pourra vivre, non pas en se supportant dans le sens de « oh là là, il est sur ma tête et j'en ai marre de lui », mais en se supportant dans l'autre sens, l'autre définition qui est d'être sous l'autre, et on va supporter surtout le couple en disant on est dans une période dans laquelle on s'est mis dans un gel, comme je l'ai évoqué à l'instant, et on va donner du mieux de nous-mêmes pour vivre la relation avec ce qu'elle a de beau et de fonctionnel, de non douloureux, en n'évoquant pas ce qui est douloureux, pour le reprendre après. Je voudrais quand même évoquer qu'il y a 4 comportements qui sont nécessairement à stopper immédiatement pour éviter que pendant les fêtes, on se blesse l'un l'autre. Le premier comportement consiste à ne pas lancer de pics humoristiques. Rien, c'est même pas, mais c'était une petite blouse. Non, rien de rien. Et surtout, rien qui soit en lien avec le conflit en cours. Parce que quand il y a du stress, l'autre n'entend pas l'humour comme un jeu, et il l'entend plutôt comme un pic. Ça veut dire qu'il n'y a absolument zéro pic. Ça veut dire qu'il n'y a pas non plus d'ironie, de sous-entendu. Je te dis ça pour te dire ça, puisqu'on a dit qu'on était dans un gel et que j'en profite pour te faire comprendre que zéro. Et là, j'insiste bien, je suis assez péremptoire, je pense que tu peux l'entendre. Je respecte ça. Aucune piqûre, même sous couvert d'humour. Deuxième comportement à stopper immédiatement, c'est de ne pas anticiper à la place de l'autre. Ça crée une irritabilité, parce qu'en fait, on participe à infantiliser, à humilier, à dire à l'autre qu'il ne sait pas, il n'est pas assez compétent, etc. Donc c'est une période pendant laquelle on va encore plus poser la question à l'autre. Est-ce que tu veux que je t'aide ? Oui. Comment veux-tu que je t'aide ? Oui. Est-ce que si je fais ça, est-ce que ça t'aide ? Oui. Non. Qu'est-ce que tu préférerais que je fasse ? D'accord ? Génial que tu viennes demander est-ce que tu veux que je t'aide. Mais fais-le, parce que si tu fais et que l'autre le vit mal, ne sois pas surpris. Tu as semé avec une bonne intention, c'est vrai, de vouloir faire gagner du temps, de vouloir faire plus rapide, etc. Mais en même temps, l'autre, puisqu'on est dans une période qui n'est pas évidente, peut mal le prendre. Donc on va éviter de surpasser, d'outrepasser la responsabilité de l'autre. On ne va pas anticiper à sa place. Au demeurant, même quand la période n'est pas conflictuelle, je préfère véritablement qu'on limite les anticipations à la place de son partenaire. Même quand tout va très bien, quand il fait beau, qu'il se fait soleil, qu'on bronze, qu'on a besoin de mettre la crème, parce que c'est chaud entre nous dans le sens positif du terme. Je préfère qu'on demande à l'autre. Est-ce que tu veux que je t'aide ? Oui, tu m'as dit que tu avais un problème. Tu m'en parles parce que tu voudrais que je te donne une solution, que je te donne une piste, ou bien c'est parce que ça te fait du bien d'en parler ? Parce que ça me fait du bien d'en parler. Super, je vais pas te donner d'aide. D'accord ? Donc je ne le développe pas davantage ici, mais c'est encore plus périlleux
quand on est ici dans une situation, dans une période difficile. Troisième comportement à stopper immédiatement pour éviter l'explosion, ou plutôt l'implosion conjugale, c'est de ne pas parler du couple devant la famille. On est une équipe, même s'il y a une tension, des failles dans l'équipe, on ne va pas parler des faiblesses de l'équipe en présence de tiers. On ne va pas parler des difficultés d'équipe en présence de tiers. Ça reste du domaine privé. Je te renvoie vers un podcast, est-ce que je peux parler de mes problèmes de couple ou pas, dans lequel je m'arrête clairement là-dessus. Donc ne fais pas ce choix périlleux de parler de votre couple devant la famille, sauf si c'est pour valoriser des éléments de ton partenaire ou de votre relation. D'accord ? Tu comprends bien, c'est ce qui concerne des choses négatives, des limites. Ah, du genre, oui, de toute façon, elle est comme ça. Non! Mais de toute façon, lui, non, c'est non. Comportement à stopper immédiatement. Quatrième comportement à stopper immédiatement, c'est ne pas chercher un moment parfait. C'est une pression que l'on se pose l'un sur l'autre, qui va donner, on va dire, de la toxicité à la relation. Donc, le moment parfait n'existe pas. On va vivre des fêtes de Noël avec qui l'on est, avec nos imperfections qui viendront toucher à la beauté de notre singularité et des spécificités de notre famille. Ne montons pas en neige les imperfections, les limites et les côtés pénibles de la famille du partenaire. On les accepte comme ça, on fait avec et on se la ferme. Comme on dirait dans le Sud, on se la clinche. Ils sont comme ça, c'est comme ça. C'est pas la peine d'aller dire à ton partenaire, tu sais, tes parents, vraiment, elle est au courant, il est au courant. C'est pas la peine que tu me dises que ma sœur, je suis au courant. Parce que c'est ma sœur. Et il est fort probable que tu me l'aies déjà dit. Donc, pourquoi me le redire maintenant alors que tu sais que nous avons un dossier en cours et que la relation n'est pas sublime entre nous? On va donc immédiatement stopper ce comportement pour éviter l'implosion conjugale. Et on va pouvoir vivre les fêtes avec un état d'esprit qui va faire véritablement du bien. Je voudrais qu'on regarde Noël comme étant un moment dans lequel on veut construire de la relation. C'est pas un test pour savoir si notre partenaire est amoureux de nous. C'est pas un temps pour savoir quelle décision on va prendre après. Je rappelle que le moment est gelé, le dossier est gelé, ou les dossiers, si dossier au pluriel il y a, on reviendra après. Donc pendant cette période de Noël, on va pas dire oui, mais là t'as souri, tu faisais ton heureux ou ton heureuse, donc t'as fait preuve d'hypocrisie. Non, on s'est mis d'accord sur l'idée que pendant cette période-là, on allait mettre de côté ce qui posait problème. Donc, on va être en relation, on va sourire, ça va être la joie, on va peut-être même se toucher, être tendre l'un avec l'autre, attentif l'un à l'autre, et pas considérer les éléments qui sont présents pendant cette période-là pour les flinguer à la tête de l'autre en disant « oui, mais tu as fait hypocrisie, etc. » J'ai bien dit dès le début que ce n'est pas ça. C'est un gel, c'est une trêve. Et je veux vraiment que ce soit utilisé pour construire la relation. Est-ce que ça te paraît clair? C'est quelque chose qui ne te paraît pas clair et que tu as peur de faire montre d'hypocrisie ou que ton partenaire manifeste de l'hypocrisie, fais-moi savoir ça. On se retrouve, on en parle pendant une séance de coaching, mais je veux vraiment que tu comprennes qu'il est tout à fait possible, sans hypocrisie, de commencer à vivre sa vie tranquille. Et je l'ai pris tout à l'heure avec l'exemple pendant la fête, un after work au boulot, tu fais pas parler d'hypocrisie quand tu fais pas la tête toute la journée. Tu n'es pas obligé d'en parler à tout le monde de tes problèmes conjugaux, de ta relation avec ton fils qui est problématique en ce moment. C'est pas parce que tu n'en parles pas que c'est de l'hypocrisie. Donc pendant les fêtes, pourquoi ce serait de l'hypocrisie si tu te régales et tu t'éclates avec tes frères et sœurs ou avec ta belle famille sans aborder les problèmes familiaux? Ça n'est pas de l'hypocrisie. C'est une approche qui a tout intérêt de faire que vous puissiez quand même continuer à vivre des moments géniaux. Ça crée immédiatement un apaisement. Ça permet aussi peut-être de créer un ajustement et peut-être un alignement et un cadre que vous allez créer ensemble, parce que je souhaite vivement que vous en parliez tous les deux, pour vivre des fêtes qui fassent du bien. Ce n'est pas ton couple qui doit être parfait pour Noël. C'est Noël qui doit être assez simple pour que ton couple vive qui il est, avec ses difficultés, ses tensions, ses défis, en dépassant le temps d'un moment, les difficultés. Donc le but n'est pas de sauver Noël, le but c'est que Noël ne vous abîme pas. Et ça, c'est déjà énorme.